Partons dans le nord, tout au nord de la Guinée, dans une sous-préfecture qui se trouve à seulement quelques kilomètres du Sénégal. Nous partons dans un territoire hors du commun où vit l'une des communautés minoritaires du pays, les Bassaris. Communauté résignée, territoire isolé, mais une tradition digne d'une formation militaire. Quand on est dans l'étape d'initiation, c'est obligatoire de ne pas porter une chemise. Ça fait mal au dos et ensuite, ça vous laisse une trace sur les hanches. Vie austère, courage indescriptible et un mode de vie comme nulle part ailleurs. Il y a plus de souffrance que de gain. Nous n'avons aucun choix. Nous perdons toutes nos récoltes. Nous n'avons aucun choix. Faute de moyens, j'ai été obligée de quitter mon lit d'hôpital. Souffrance et pauvreté, un mariage diabolique qui forge une résilience sans précédent. Je ne gagne pas suffisamment d'argent pour me payer une nouvelle chambre. Mon ami Gachudandemi est tombé du palmier et il est mort sur place. C'est ici que nous puisons de l'eau. Nous ne connaissons pas le forage. Problème d'eau potable, manque d'enseignants, des routes, mais une joie de vivre, indomptable. C'est 2000 francs guinéens la tasse de vin. Certains ne payent pas leurs dettes. Mais qu'est-ce que je peux? Ce sont mes clients. Bienvenue au pays Bassari, où le vin se consomme comme de l'eau. Pour arriver dans ce territoire hors du commun, il faut emprunter un chemin de près de 700 km. Éviter le trajet chaotique Boké-Gawal, passer par la baie, arriver à Koundara, l'une des préfectures les plus cosmopolites du pays. Ici, vivent des Konyagi, des Fulakunda, des Sarakole, des Diakanké, des Mandenko, des Badiaranké, des Peuls et des Bassari. Toni ni de ngiwde Koundara yawo yawgo lawol termete yahen do yukunku iwen yukunku yahen Gingam. Cet homme qui a la main sur la tête est notre chauffeur. Avec sa Peugeot 505 qu'il a acquis au bout de plusieurs années d'efforts, il va nous amener à Guingamp, à 45 km de la préfecture de Koundara. Mais avant, il tient à faire une mise au point. Mais l'état de la route ne va pas empêcher le chauffeur de prendre des bagages et d'embarquer plus de passagers que prévu. Dix passagers sont entassés dans le taxi et 6 affrontent les secousses et la poussière sur le porte-bagages. En Guinée, tout est possible et il n'est pas étonnant de voir 3 personnes sur le siège avant. Après tout, personne ne râle. Ce taxi est l'un des derniers disponibles.
comment on se débrouille. Bon, c'est de Koundara à Termessé, c'était à 75 km. Bon, maintenant là, on est maintenant, à partir de d'ici à Termessé, il n'y avait pas une bonne route. Même en voyant, comme tu étais dans le voiture quand même, tu as vu comment on part, comment la route était. Bon, vraiment, c'est une route abandonnée. Dans cette partie de la Guinée, la Peugeot 505 est l'un des véhicules que l'on croise de plus sur la route. Il faut dire qu'ici, seuls les véhicules les plus robustes arrivent à s'en sortir. Tu as vu comment la route était, comment on part. C'est le premier, deuxième. Tu as vu? Et sur la route, les trous béants ne sont pas les seuls qui préoccupent le maître chauffeur. Ce pont, d'une autre époque, suscite une certaine appréhension à chaque passage. Quand on part ici, nous aussi on aura peur sur le pont là. Le pont est un peu duré. Depuis le temps colonial. Tu as vu comment le pont l'était? Tu as vu? Tout est gâté. Regarde, tout est gâté. Tu as vu? Et l'autre coin aussi. On aura peur sur le pont là. Tu as vu, regarde comment le pont l'était. Tu as vu, même il y a à faire maintenant. Regarde, tout le ciment est gâté. Il y a à faire contre faire. Mais Maître Kendos n'a aucun choix. C'est cette route qui torture véhicules et passagers qui lui permet tout de même de nourrir sa famille. Comme le route est mauvais, on finit d'entretien quand même avec le carburant. Des fois, on restera avec une petite somme de la dépense de 2 jours de 100 000, des fois 120 000. Pas plus de 120 000 francs guinéens par voyage. Le gain n'est pas à la hauteur de l'effort, mais il n'y a rien d'autre à faire. Alors, il accepte et se résigne. Que le mouvement qu'on était là, il n'y a pas de travaux. Partout que tu pars, il n'y a pas de boulot. S'il y a un bon boulot, je ne peux pas prendre ma voiture là, de venir travailler le lieu par là. En saison sèche, la route offre un certain répit aux passagers. Cependant, après 1 heure de secousse, certains, accrochés au porte-bagages, ne supportent plus. La nausée, aggravée par la poussière et les secousses, devient insupportable. Malade, l'apprenti renonce au voyage. Un autre chauffeur le ramènera en centre-ville.
Après 3 heures de route pour 45 km, nous arrivons dans la sous-préfecture de Guingamp, la capitale du pays Bassari. Ce jeudi est jour de marché hebdomadaire. L'occasion unique pour tous les habitants des villages environnants de venir faire affaire. Patates douces, huile de palme, gombo, boucle d'oreille, on y trouve presque tout. Seul problème, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Nemalike Benga a parcouru 18 km à pied pour écouler sa marchandise. Du maïs et du gombo séché au soleil. Nous n'avons aucun choix. À cause de la divagation des animaux, nous perdons toutes nos récoltes. Actuellement, nous n'avons rien à manger. Je viens donc vendre du gombo et du maïs pour pouvoir acheter du sel et des bouillons. Elle a marché 18 km pour écouler une marchandise de seulement 10 000 francs guinéens. Et malgré tout, son effort peine à payer. Elle n'a reçu aucun client. Les heures passent, le marché va bientôt fermer. Elle se demande déjà comment trouver à manger. Dans son village, les animaux n'ont pas épargné les récoltes. Ça ne suffira qu'à acheter du sel, rien de plus. On ne trouve rien d'autre à vendre. Parfois, je suis obligée de vendre mes provisions et aller travailler chez les autres pour gagner le prix des condiments. À mesure que le temps passe, l'inquiétude grandit. Et son visage se crispe à chaque fois qu'elle pense à ses enfants qui l'attendent à la maison. Actuellement, nous n'avons rien à manger. Que puis-je faire? Je ne peux pas abandonner le champ. Pendant l'hivernage, les animaux ne quittent pas nos champs. Donc, nous ne mangeons que 2 fois par jour. Une vie austère que Benga partage avec BS. Après 5 heures d'attente et 18 km parcourus à pied, elle remballe ses gombos, le cœur serré. J'étais venue avec un peu de gombo. Avant, le pot coûtait 10 000 francs guinéens, mais le prix a chuté jusqu'à 5 000. Actuellement, nous ne gagnons que de la misère. Je suis même malade, mais faute de moyens, j'ai été obligée de quitter mon lit d'hôpital. Pire, mon garçon qui me soutenait est tombé aussi du palmier par la tête. Tout son espoir était ces gombos qu'elle pensait pouvoir échanger avec quelques milliers de francs guinéens. Peine perdue. Elle n'a gagné aucun sou pour payer ses médicaments. À Guingamp, le marché se termine mal pour beaucoup de vendeuses. Il est 16 heures, le moment idéal pour rentrer tôt au village.
faute de moyens de transport, elles vont devoir retourner comme elles sont venues, c'est-à-dire 18 km à pied. Si certains cherchent à rejoindre leur village, d'autres s'apprêtent à le quitter. Ces jeunes qui suivent ce sentier sont des récolteurs de sève de palmier. Avec leur vélo complètement usé, ils s'enfoncent dans la brousse à la recherche du quotidien. Nous récoltons du vin de palme pour pouvoir survivre. Nous confectionnons des palissades et faisons aussi de l'agriculture. Par là, il n'y a aucune société, aucune entreprise capable de créer des emplois. Pour survivre, il faut se lancer dans les travaux champêtres ou dans la récolte de sève. Je récolte du vin de palme et ce que je gagne me permet de scolariser les enfants et de subvenir aux besoins de la famille. Mais malheureusement, les enfants n'étudient plus. Ils sont partis au Sénégal. Ils se battent corps et âme pour sortir de la souffrance. Mais chaque jour, leur espoir de réussir s'amenuise. Au Sénégal, mes filles partent piler le mil chez les gens pour gagner de l'argent. Et je compte les rejoindre pour les remettre à l'école. J'ai déjà pris l'engagement. Chaque jour dans la brousse, les jeunes parcourent une dizaine de kilomètres avec leur vélo, bon pour la ferraille. Plus rien ne fonctionne. Avec l'âge, ils sont devenus trop capricieux. Et aujourd'hui, les vélos ne feront pas exception. Après plusieurs kilomètres dans la brousse, un premier arrêt. La chambre à heure, déjà colmatée, ne résiste plus au chaos de la route. Au milieu de nulle part, les jeunes se mettent à la tâche. Il faut dire qu'avec les pannes incessantes, ils sont eux-mêmes devenus des mécaniciens. La route n'est pas bonne et c'est dur. Je souffre beaucoup parce que j'ai fréquemment des pannes. Ça n'a pas pris. J'ai chaud. La chambre est un grand trou. Je ne gagne pas suffisamment d'argent pour me payer une nouvelle chambre à air. Je répare mon vélo pour pouvoir recommencer à récolter le vin. Je dois me battre pour mettre mon vélo en état de marche. Dans la brousse, je ne peux pas attendre quelqu'un pour m'aider.
Après quelques minutes d'inspection, Tamabiès repère le trou. S'il veut continuer le trajet avec ses amis, il doit réparer la chambre ailleurs. Seul problème, il n'a pas de colle et aucun de ses amis n'a de chambre ailleurs de secours. Alors, Tamabiès va faire preuve d'ingéniosité en attachant la partie défectueuse. C'est la chambre air qui est fatiguée. C'est pourquoi j'ai eu cette crevaison en pleine bouche. Je n'ai aucun moyen pour la coller ni le prix d'une nouvelle chambre air. Donc, il faut attacher. Normalement, je devrais utiliser un peu de colle. En République de Guinée, la souffrance a poussé la population à développer des stratégies presque uniques. Je n'ai même pas commencé à faire la récolte et déjà mon vélo est en panne. Je dois donc utiliser tous les moyens pour dépanner. Biès est parvenu à réparer sa chambre ailleurs. Mais un défi plus compliqué l'attend. Loger le boyau dans le pneu sans le percer avec la machette. Pour l'instant, le jeune homme ne prête aucune attention. Après quelques minutes de lutte, la sentence. Plus de 3 minutes qu'il pompe. Mais le pneu refuse de se gonfler. Le jeune homme se rend compte qu'en montant la chambre ailleurs, avec la machette, il a ouvert un autre trou, plus grand. Pour se tirer d'affaire, Biès va encore attacher. Mais avec des machettes comme outil de travail, va-t-il réussir à dépanner et remplir son bidon de vin de palme? Au pays Bassari, la galère est omniprésente. Et certaines localités sont vraiment exceptionnelles. Ici, nous sommes à Koudian, un petit village à moins de 15 km de la frontière avec le Sénégal. Ici, on pensait être dans un village hanté, abandonné par ses habitants. Mais cet homme assure que nous sommes dans un village habité, mais très particulier. Ici, c'est le centre du village. De sorte que vous voyez les cases. Chaque famille a une case ici. Au moment des cérémonies, ils seront tous là. Passé les danses traditionnelles, tous les habitants abandonnent leur case pour aller vivre dans les champs. Une façon de vivre propre au Bassari, mais qui se trouve aussi être envahie par l'exode rural
ou plutôt par l'immigration. Car ici, plus rien ou presque ne retient les habitants. Même il y a des femmes qui se déplacent pour partir au Sénégal. Il n'y a pas de choses où elles vont gagner un peu pour se satisfaire. C'est pour cela. Dans le village, difficile de compter le nombre d'habitants partis vivre au Sénégal. Victorin Benga essaie lui de faire comme il peut pour oublier la galère. Mais il pourrait lui-même partir un jour, car dans le village, l'assistance des autorités se fait de plus en plus rare. L'année dernière, ils ont promis des vivres pour les veuves. La communauté s'est même mobilisée pour la réception. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Les autorités nous avaient aussi promis une machine et nous avons même fait des cotisations. Mais jusque-là, rien. Donc je ne peux pas dire que les autorités se souviennent de nous, parce que ce qui nous a été promis n'a jamais été réalisé. Nous cultivons avec des dabas, pas de charrues, pas de chevaux, ni d'ânes. À Koudian, les habitants vivent en autarcie. Leur unique forage ne laisse plus couler de l'eau. Il est en panne depuis des années. Alors, pour trouver de l'eau, les femmes grattent des kilomètres. Benga aimerait bien avoir des forages dans son village. Mais sans aucune assistance, elle et le reste de sa communauté doivent prier tous les jours pour que la sécheresse, qui a fait disparaître plusieurs cours d'eau, puisse épargner cette source qui ravitaille des dizaines de foyers. C'est ici que nous puisons de l'eau. Nous ne connaissons pas le forage. Tout le village compte sur cette source. On puise ici aussi de l'eau pour se laver. Et voici les pierres sur lesquelles nous lavons nos habits. C'est le seul point d'eau du village qui résiste encore à la saison sèche. Pour beaucoup, il peut être une source de maladie. Mais pour les habitants du village, il n'est rien d'autre qu'une bénédiction. Tout le monde vient puiser ici. Nous buvons cette eau. Et même si nous craignons pour notre santé, on n'a pas le choix. Je n'ai aucune crainte de boire cette eau. Je suis déjà habitué. Question de survie. Les animaux et les hommes partagent la même source d'eau. Le forage, que personne ne parvient à réparer, était l'unique point qui leur offrait de l'eau potable. Après tout, personne ici ne se plaint. Avec le temps, tout le monde s'est habitué à la souffrance. À Koudian, la seule trace qui marque la présence du gouvernement est ce bâtiment, le poste de santé.
Il est dirigé par Mamoudou Keïta, qui mène ici une vie presque à part. Vraiment, nous menons une vie très très difficile. En première position, ce qui nous rend la vie très difficile, on dit que l'eau c'est la vie. Donc nous, on est là, on n'a pas d'eau potable, premièrement. Ça c'est dans le Koudjan, c'est un cas général. Donc dans le poste, vraiment on se débrouille par le grâce à Dieu. Nous sommes là, vous-même vous voyez l'état physique du bâtiment d'abord. Dans ce poste de santé, Mamoudou Keïta et son stagiaire font comme ils peuvent pour sauver des vies. Mais sans équipement, leur succès tient souvent du miracle. Nous sommes là, on se débrouille, il n'y a pas de matériel, mais on se débrouille par les matériels que nous avons. C'est un poste frontalier qui devrait être exemplaire des autres. Parce qu'au niveau de la santé, on dit tout rentre par les frontières, tout sort par les frontières. Malheureusement, le poste de santé manque presque de tout. Pas d'électricité, pas de frigo pour la conservation des vaccins et pas non plus de laboratoire. Il faut dire que le chef du poste ne peut diagnostiquer que quelques maladies, comme le palu. On n'a pas tous les moyens parce que le poste n'est pas beaucoup occupé. Là, c'est un grand défaut. On doit avoir des matériels. Beaucoup de matériel, parce qu'il y a des cas, tu peux le savoir comment l'effectuer, mais si tu n'as pas les matériels, tu ne pourras pas faire. Ça, ce n'est pas la maçonnerie, ce n'est pas la menuiserie. Mamoudou Keïta a l'impression de travailler dans un poste de santé qui ne suit pas le monde qui évolue. Il fait toujours recours à des équipements qu'il pense être révolus. Là, c'est le tensiomètre mécanique. Mais on en a besoin de tensiomètre électrique. On en a besoin de ça. Ce n'est pas beaucoup de notre service qui peut travailler avec ça, parce que c'est la première chose de venir tensiomètre mécanique. Nous, on utilise ça en attendant. Mais on aura besoin encore, si il y aura des moyens de nous aider, d'avoir des tensiomètres électroniques, ça sera mieux. Mamoudou Keïta voulait changer de vie. Alors ses chefs l'ont envoyé travailler dans ce village. Il ne prend pas cette mutation pour une sanction, mais à l'entendre, c'est tout comme. Ici, si tu n'es pas habitué, même moi, lorsque j'étais venu nouvellement, si 19h me trouvait ici, je voyais seulement l'ampoule de l'antenne, tellement qu'il y a l'obscurité. Et tu n'entends aucun mouvement d'une personne. Parce que je suis seul ici. Et c'est très dangereux. Le poste est à la frontière comme ça. Malgré les conditions de vie et de travail, Mamoudou Keïta n'a pas de salaire. Il se contente de sa moto âgée qui lui sert d'ambulance. Partout dans le village, on sent l'absence de l'État. Ici, c'est l'école primaire de Koudjan. Cette année, elle reste fermée, faute d'enseignants. Le seul maître communautaire qui donnait des cours a finalement décidé de jeter l'éponge. Vous savez, l'année dernière, il y a un certain moment que l'État avait promis de payer les enseignants, contracteurs communautaires. Donc l'enseignant que nous étions ensemble, il ne faisait pas partir parmi les enseignants qui étaient bénéficiés. Donc c'était la cause de fermeture de l'école. Il n'était pas payé. Avoir la paye, vraiment, il était fréquent. Mais dès que ses amis des autres écoles là sont payés, il n'est pas payé, il est parti comme ça. L'enseignant communautaire n'a pas pu supporter l'injustice. Il enseignait la première et la deuxième année et pensait avoir un second pour compléter le cycle. Mais maintenant, l'école, construite par une mission catholique depuis des décennies, est laissée aux soins de la nature. C'est la troisième salle de classe, mais
Là, vous avez vu son état. Aujourd'hui, des démarches seraient en train d'être menées pour la reprise des cours. Mais en Guinée, trouver des enseignants capables de travailler dans des villages aussi reculés relève plutôt de l'exploit. Quand on déplace un enseignant de l'Abbé ou de Conakry qui est habitué à la vie urbaine, pour l'affecter dans la zone la plus reculée comme Koudian, nous avons des problèmes. Il y a des enseignants qui sont mutés, non seulement à Koundara ici, mais qui refusent de rejoindre. Ils préfèrent s'arranger au niveau du ministère pour qu'ils soient rémutés quelque part ou qu'ils soient maintenus à Conakry. Dans cet état, l'école, parfois transformée en marché hebdomadaire, risque de se détériorer. Une partie du toit s'est effacée, plusieurs battants sont manquants et le sol, faute d'activité, commence à se dégrader. À plusieurs kilomètres de là, Tamabiès, le récolteur de sève, n'a pas fini de se battre contre sa chambre ailleurs. Après l'avoir percée à 2 reprises, il tente maintenant de la réparer, toujours avec les moyens du bord. Pour l'aider à dépanner, 2 autres jeunes proposent leur service. Cette fois, tout laisse croire que le jeune homme va pouvoir réparer. Apparemment, c'est une mauvaise journée pour Biès. Après plusieurs minutes d'effort, un nouvel échec. Après ce revers, Tamabiès abandonne la lutte. Apparemment, la chambre ailleurs est plus coriace. Le jeune homme décide de se retourner. Il va confier son vélo dans le village le plus proche. Pendant ce temps, ses amis, eux, continuent le périple. Quelques kilomètres les séparent encore de leur lieu de travail. Après plusieurs kilomètres dans la brousse, nous voici sur la base des récolteurs de vin de palme. Il faut dire qu'ici, la paresse n'a pas sa place. Ici, ces jeunes Bassaris travaillent comme des forçats. Dans le village, aucun emploi n'est disponible, alors ils cherchent leur vie en grimpant les palmiers. C'est cet outil qui nous permet de grimper. On vérifie qu'il est bien attaché et on monte.
On dégage les branches mortes jusqu'à atteindre les régimes qu'on fait saigner pour avoir la sève. Pendant le nettoyage, il arrive que des débris entrent dans nos yeux. Quand vous remplissez les bidons, il vous faudra aussi trouver un transporteur pour acheminer la récolte dans le village. Il arrive parfois que les transporteurs et vendeuses ne soient pas honnêtes. Ici, les jeunes font des heures. Parfois, ils y passent la nuit pour seulement quelques centaines de milliers de francs guinéens. Il faut retenir qu'ici, la récompense n'est jamais à la hauteur de l'effort. Il y a plus de souffrance que de gains. Il y a des risques avec les abeilles, les insectes et en haut il faut être attentif. Il faut aussi se lever à 3 heures du matin pour commencer la récolte et après vaquer aux travaux champêtres. Pour avoir une bonne qualité, il faut récolter 2 fois dans la journée. Il y a beaucoup de souffrance, mais on n'a pas le choix puisqu'il n'y a pas un autre travail. Nous prenons du courage pour éviter de quémander, qu'on nous traite de paresseux. C'est comme ça nous trimons jusqu'à la vieillesse. Dans cette partie de la Guinée, la plupart des jeunes vivent de la récolte de sève. Un travail épuisant et surtout très dangereux. Ça fait mal au dos et ensuite, ça vous laisse une trace sur les hanches. C'est un travail physique. Ça diminue la puissance de l'homme parce que c'est un travail qui exige beaucoup de force. Les jeunes ne doivent jamais baisser la garde. Car ici, la véritable menace vient surtout de là-haut. Les serpents. Bouban le sait. À chaque fois qu'il grimpe, il pense à son ami. Mon ami Gachudandemi est tombé du palmier et il est mort sur place. Il avait grimpé très haut. Ici, rien n'est sûr et chaque jour on est exposé au risque. Parfois notre outil se casse. Certains de ceux qui tombent s'en sortent avec des fractures. D'autres meurent sur le champ. Mais après tout, on est obligé de faire ce métier. Mais ce boulot est tout ce qu'ils ont. Alors chaque jour, ils risquent leur vie pour nourrir leur famille. Dans leur fief, les Bassari mènent une vie exceptionnelle. Ils tiennent toujours à marcher sur les pas de leurs ancêtres. Ces enfants rencontrés dans la forêt ne sont pas ordinaires. Ce sont des péréoules, des non-initiés. Et ils sont à une étape de leur vie où ils doivent suivre un certain nombre de principes. Quand tu es initié, là, tu es libre d'aller assister à toutes les cérémonies de Bassari. Mais quand tu es non initié, même les décès, tu n'es pas autorisé d'assister. Même si c'est un décès dans ta famille, toi, tu n'es pas autorisé à assister. À cette étape de leur vie, ces jeunes garçons n'ont aucune valeur dans la société Bassari. Ils n'ont pas entamé leur initiation. Ils doivent avoir des signes qui les distinguent des initiés. Les non-initiés, et dans la manière de la salutation seulement, il y a une différence. La salutation, les non-initiés, c'est sali Kamara. Et les initiés, Aïvonde, Aïvodoniki. Ça, c'est l'un des signes. Le second signe, les non-initiés
vers le pays, vers le nord, c'est presque de la manière là. Ça, c'est leur manière de distinguer. Telle personne n'est pas initiée. Les non-initiés aussi n'ont pas le droit de porter d'autres bracelets d'une manière là. Et ils sont autorisés seulement de porter les bracelets par là ou bien sans bracelet. Ces jeunes ont bien le droit de porter une chemise. Mais vu les multiples épreuves qui les attendent dans leur initiation, beaucoup parmi eux s'entraînent à rester torse nu. Une fois qu'on continue ici, tu vas taper toute l'année sans porter une chemise. Donc c'est à cause de ça on les ordonne aussi quand même de se préparer. De se préparer très tôt pour habiter à être nu, sans chemise, seulement avec la culotte. Quand on est dans l'étape d'initiation, c'est obligatoire de ne pas porter une chemise. Quand il fait frais, c'est mieux. Là, c'est une obligation de ne pas porter une chemise. C'est la coutume. J'ai passé dans cet état-là. Jusqu'à maintenant, je suis devenu un jar. Après Loug, tu deviens Valoug. Quand tu es Valoug, on dit Valoug, là, tu es jeune maintenant. C'est moment, toutes les cérémonies, ça te concerne. Une fois qu'on continue ici, la nuit, on peut te dire, comme ici, il y a un décès vers la soirée comme ça, on crée la tombe, on dit c'est le matin, l'enterrement. On vous dit, vous les initiés là, c'est vous qui allez partir au cimetière là-bas, passer la nuit au cimetière là-bas, garder la tombe jusqu'au matin. Des grandes épreuves attendent donc ces jeunes garçons. En attendant, comme tout enfant de leur âge, ils profitent de leur innocence et observent la danse Bassari. Il y a l'étoffe attachée sur la tête en bande blanche et ça, il faut obligatoirement avoir ça pour accéder à cette danse. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas habilité à danser. Fervents catholiques et protestants, les Bassaris se battent comme ils peuvent pour perpétuer leur tradition. C'est la génération qui a fini complètement ses activités. C'est une génération qui est déjà à la retraite. Et cette génération, on les appelle Odjar. Odjar, et la fête là est appelée Ongoui. Ça, c'est du côté du nord. Et les jeunes, parce qu'ils ont fini toutes leurs activités, c'est la joie. À cause de ça, on organise la cérémonie là qu'on appelle Ongoui. Et ça se passe que seulement une fois par an, au mois d'avril. À l'occasion de cette danse, tout le monde prend part. Même les jeunes filles. Mais certaines cérémonies sont exclusivement réservées aux personnes qui ont atteint un certain statut dans la société. Du côté des femmes, vous voyez aussi des femmes qui ont des enfants sur le dos, avec leur porte-enfants sur le dos. Donc c'est bien maquillé. Une femme qui n'a pas d'enfant n'a pas droit à cette danse, de participer à cette danse. Donc elle est considérée comme une femme stérile. Autant de mystères entourent cette danse qui reste tout de même menacée de disparition. En attendant, les Bassaris profitent de la vie, mais aussi du vin de palme. Il faut dire que ce vin local accompagne chaque cérémonie traditionnelle, et pas seulement. Ici, dans le centre-ville de la sous-préfecture de Guingamp, on se retrouve chaque jeudi soir pour discuter et prendre du vin. C'est 2000 francs guinéens la tasse de vin. Certains ne payent pas leurs dettes. Mais qu'est-ce que je peux? Ce sont mes clients. Ce n'est pas parce qu'on ignore les conséquences que nous buvons le vin. Nous buvons juste pour diminuer les soucis.
Il y a trop de problèmes dans les familles et dans les secteurs. Les animaux saccagent aussi nos récoltes. Donc, ici, nous venons pour diminuer les soucis. Mais le vin aide-t-il tout le monde à oublier les soucis? À plusieurs kilomètres de là, Nangara, un autre village Bassari. Ici encore, la population vit isolée, éloignée de tout développement. Est-ce que le gouvernement a fait des réalisations dans votre village? Dans ce village, non. À ma connaissance, le gouvernement n'a rien fait ici. Je ne parle pas des autres villages, mais ici, à Nangara, le gouvernement n'a rien fait. C'est ici que prend fin notre voyage. Dans ce village, perdu dans la brousse, qui rêve un jour de connaître le développement, de bénéficier des mêmes privilèges, des mêmes droits que les habitants des grandes villes.